En ce moment, les carnets, bah ça s'invente comme ça, là, en fonction de ce qu'on fait, là, tous les jours. Je vais même pas changer, là. Parce que je faisais quoi? Bah, j'étais dans le garage, il y a une espèce de vieille armoire, mais alors qui vient de nos maisons d'enfance en vendait. Toujours trimballé ça, puis alors, sur la gauche, là, tu vois tout ce qui est truc de comptabilité, de machin comme ça, faut que tu gardes 10 ans. Alors, quand t'en rajoutes un, bah, t'en vires un en bas, allez, déchetterie. Alors ça, pas de problème. J'ai 1 m3 de CD. CD, ça a dû commencer, tu vois, Stuttgart 93-94. Donc ça fait... Puis disons que ça s'est arrêté il y a bien 10 ans. Donc ça fait 20 ans de CD. Et alors il y en a, c'est pas que je suis attaché, c'est que c'était les trucs tout le temps que je travaillais au Rolling Stones par exemple. Tu sais, tu faisais les brocantes, tu faisais les trucs pirates, t'en trouvais, etc. Donc oui, on avait constitué, hein, Jean-Marie Bénard, une stonothèque en 8 DVD complets où on avait fait une intégrale. Ben ouais, mais tu regardes ça maintenant, 20 ans d'écart, YouTube, puis tout ça, boum, t'en as 10 fois 1000 de plus. Bon, j'écoute en streaming, les copains musiciens n'écoutent pas en streaming, mais moi ça me va. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Tout ça, hop là, c'est prêt, déchetterie. Et puis, il y a tous les bouquins. Alors, tu vois, par exemple, tu stockes les traductions, les machins comme ça, les revues. Je gardais un exemplaire des revues, des trucs. Alors là, pareil, je vais pas garder tout ça. Alors, j'étais en train de faire ce tri, émerge ça. À chacun sa librairie. Ah, ça, je m'en souvenais tout de suite. La Machine à lire, Bordeaux, une librairie qui existe toujours, qui va bien. Heureusement qu'elle est là, la Machine à lire. Et là, 1989, c'était pour les 10 ans de la Machine à lire. Alors, la Machine à lire, c'était l'époque, par exemple, à chaque fois que tu avais un bouquin qui sortait, ils avaient un groupement qui s'appelait l'œil de la lettre. Alors, tu allais à Metz, tu allais à Toulouse, tu allais à Brest, tu allais à Bordeaux. Eh bien, qu'est-ce que tu faisais? Tu dormais chez le libraire. À Toulouse, tu dormais chez Torel. Et à Bordeaux, alors c'était bizarre parce que dans l'appartement, là, je revois très bien la maison où habitait Henri Martin. Sa compagne travaillait aussi à la librairie. Et il avait une toute petite piole. Mais alors, mon bureau à côté, waouh, c'est géant. Et là, il avait comme une petite couchette de marin avec des étagères à bouquins. En fait, le soir, il s'installait là, dans cette couchette de bateau avec ses trucs. Et c'est un gars qui avait cette... bon, il y en a d'autres comme ça, j'en ai connu un autre, de dormir 3 heures par nuit. Qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait. Alors, par exemple, on parlait de Saint-Simon. Alors, pour les 10 ans, donc, tu vois, c'est ça qui est important aussi. 89, 79. Moi, j'ai commencé à publier en 82, c'est-à-dire Henri Martin, comme quelques autres libraires, on était du même âge. Alors, il y avait ces choses-là qui nous reliaient aussi. En plus, il était originaire de l'île de Ré. Moi, juste Saint-Michel-en-Lerme, la baie de la Tranche-sur-Mer, c'était juste en face, on avait ça aussi qui nous reliait, et puis Saint-Simon. Alors, un petit bouquin pour les 10 ans de la Machine à lire. Moi, je fais un petit texte là sur où il y a Saint-Simon. En fait, je m'en souvenais plus du tout de ce texte-là. Toi, Fourès, Jean-Simon, tous pareils. J'ai dit, je vends pas tous les livres, je refuse. Donc, c'était un portrait de libraire. Oh non, c'était pas le texte sur Saint-Simon. Pas du tout, pas du tout. J'ai dit à HM, tiens, il avait les mêmes initiales qu'Henri Michaud, moi, Henri Martin, et pourtant, non, c'était plutôt des souvenirs sur mon Bordeaux, là, du temps qu'on y était étudiant, le marché des grands hommes, le marché des Augustins, la Perla, ouais, tu vois, c'était aussi presque 10 ans avant la venue au centre de jeunes détenus, là, mais Henri, il était toujours dans sa librairie. Alors, je sors ce petit truc, on était 5 invités. 3, Pierre Veilleté, ça me dit rien. Pierre Martins, je sais qu'il vivait à Bruxelles. Et Jean Guéréchy, c'est un vague nom, comme ça, je n'ai jamais rien lu de lui. Et puis, tout d'un coup, je vois François Bon plus Jacques Abeille.
Ah mais attention, Jacques Abeille, je l'avais déjà lu, là, dès la sortie, là, c'est justement, en même temps quasiment que mon sortie d'usine, Les Jardins Statuaires, c'était sorti chez Texte, Flammarion. Ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Après, c'est devenu, hop là, indisponible, une rareté. Moi, j'avais toujours le mien, je suis hyper... c'est un grand regret, j'ai jamais retrouvé mon exemplaire Texte, Flammarion. Trop de déménagements, trop de trucs, de temps en temps, t'as toujours des bouquins qui ripent, des Jardins Statuaires. Et puis ensuite, ça avait été repris par une maison d'édition science-fiction. Et tout d'un coup, là où le contemporain n'avait rien assuré de survie ou on était juste un tout petit clan là, à savoir ce qui se jouait dans les jardins statuaires de lyrisme, de fantastique, de tradition littéraire. C'est cette petite boîte de science-fiction qui a permis là, que tout d'un coup le livre ressurgisse. Et le cycle s'est enclenché. Le troisième a été le bon et maintenant il est en folio. Et il est en folio. Pour moi là, j'ai pas tout Jacques Abeille, mais pour moi c'est une trilogie qui est hyper importante. C'est-à-dire Jardin statuaire, évidemment. Si tu n'as pas lu Jacques Abeille, commence par Jardin statuaire. On regarde la vidéo que j'ai fait dessus d'autres fois. Et ensuite, Le Veilleur du jour, qui est très troublant parce que on arrive dans une ville comme ça inconnue, avec des structures circulaires, avec une espèce de bâtiment mystérieux au milieu. Et Le Veilleur du jour, c'est un travail à partir de Bordeaux. Tu prends la ville où tu habites et tu la transformes comme lieu de mystère, comme labyrinthe, lieu d'égarement. Et évidemment, moi, ça me rejoint. J'ai pas besoin de ça. Moi, je le lis à travers tous ces livres-villes, même Kafka, même Dickens. Une énorme tradition, le Londres de la maison d'Aprevent. Bleak House dans Dickens, c'est là tout près du Veilleur du jour de Jacques Abeille. Mais ce personnage là qui habite là dans cette espèce de lieu souterrain, qui garde ce qui n'a rien là où il n'y a rien à garder, ça n'empêchera pas les catastrophes de s'accomplir. On est si près de l'immensité kafkaïenne. Et là, ce troisième tome, un homme plein de misère, je crois qu'un de ses derniers bouquins, comme ça, c'est la prolongation de ce qui s'amorce dans ces deux-là. Alors, là, une balise, parce qu'après c'est pas parce que tu trouves un truc là dans ton armoire puis tu dis allez hop là, il faut qu'on fasse de la place parce que là je peux plus, mais tout d'un coup la joie de dire oh François Bon, Jacques Abeille, et on était dans le même truc, et mon petit bout de texte là, qu'est-ce que c'est un texte dont tu te souviens plus? Et pourtant, c'est toi qui l'as écrit, et il fait partie d'un petit livre. Et puis ce petit livre-là, tu vois, par exemple, les trois autres auteurs, franchement, c'est pas trop mon truc. Et Jacques Abeille, alors c'est un gars, on était étudiants ensemble à Bordeaux, Jean-Michel Devéza, qui a fondé, il y a quelques mois, une association. Alors, est-ce que c'est l'association des lecteurs de Jacques Abeille? Ouais. Et si vous cherchez donc sur Facebook Jean-Michel Devéza, D-E-V-E-S-A, vous trouverez cette référence-là à l'association des lecteurs de Jacques Abeille. Et là ressort, parce qu'Abeille avait, vous savez, plusieurs noms de plumes, l'expression consacrée que j'aime pas trop, et un de ces noms c'était Léo Barthes, et ce Léo Barthes écrivait des livres érotiques. Et là il y a un ouvrage soi-disant érotique, enfin je sais pas parce que j'ai jamais lu tout ce versant, ça m'intéresse pas, mais qui sort là dans une maison d'édition un peu dédiée à ça, Musardine. Alors Devéza c'est un musée, c'est-à-dire que tu le prends côté face, tu as une couverture avec Jacques Abeille, etc., puis tu le retournes au verso, et bien recto verso, ouais c'est ça, c'est une belle paire de fesses, et puis on comprend ce qui se passe avec Léo Barthes plutôt que Jacques Abeille. Mais ne serait-ce que les jardins statuaires, une œuvre. Et Jacques Abeille est décédé il y a 4 ans, 5 ans, je pense qu'il n'a jamais pu pardonner la non-reconnaissance où il s'est trouvé jusqu'au terme de sa vie, alors que, Jacques Abeille, outre mémoire. Donc je lis juste ce texte tout bref, je ne veux pas vous assommer avec le mien.
juste pour que vous découvriez la musique du Jacobin. C'est-à-dire, ça aussi quand même c'est curieux, c'est-à-dire tu fais un truc, parce qu'un copain, Henri Martin, on était copains quoi. Évidemment, Henri, je vais te le faire, un petit bout de texte là, j'étais content d'être invité là, et qu'on soit 5 là, un petit livre hommage là, à la machine à lire. Édité par Le Temps qu'il fait à Cognac, c'est un gars qui s'appelle Georges Monti. Donc ça aussi c'est du beau boulot. Monti, c'est un gars qui a commencé comme imprimeur, et Le Temps qu'il fait, c'était toujours l'imprimerie et l'édition liées ensemble. Et il y a toujours un truc, quoi que tu fasses. C'est pour ça que pour moi, en ce moment, il y a beaucoup d'élimination, beaucoup de trucs, t'enlèves, tu fais supprime, efface les traces. C'est-à-dire, t'es malgré tout entier dans le moindre petit bout de truc que t'as fait. Ça veut dire que quand tu relis, toi, tu vois justement tes limites. Parce que ça ne triche pas, parce que c'est un petit truc. Alors que le livre, quand tu reprends ce que tu publies sous ton nom chez des éditeurs, il y a eu quand même une espèce d'assomption qui le fait partir en avant, que tu n'as pas là dans ces petits... Allez, Jacques Abeille, outre mémoire. Avec cette honte troublante, presque exaltante, qu'adolescent on connaît en rêve à se promener nu en des lieux publics, il est revenu dans la librairie. Une fois de plus, avec la même soudaineté, sans se soucier de la prouesse qui consiste à retrouver le chemin de cet espace secret et paradoxal. Pas davantage, il ne s'étonne que l'accueille encore une boutique qu'il hantait dans sa jeunesse et qui devrait depuis longtemps avoir disparu. Il est tout à la joie d'y être enfin de retour. Feuilletant de nouveau le grand livre, scrutant avidement son incomparable typographie elzévirienne, déchiffrant les grandes planches illustrées. De quelle fable essentielle est-ce donc le recueil pour que l'émotion du visiteur soit si forte de seulement en sentir le poids sur ses genoux? Quelle attente oubliée mais tenace, presque torturante, ces feuillets viennent-ils combler en se déversant sous ses doigts diligents? Dans un tel moment, ses sentiments ne l'intéressent guère, il risquerait de le distraire de cette réalité plénière à laquelle il désire rester présent aussi exclusivement que si déjà elle menaçait de se dérober. Dans la pénombre, la lumière est toute concentrée dans les pages qu'il tourne, ou d'elle seule émane. Il interpelle le libraire, lui demande à quel auteur on attribue cette œuvre merveilleuse. L'autre ne se manifeste pas. La voix fraîche et inconnue d'une vendeuse qu'on ne voit pas lui répond avec insistance « C'est vous, c'est vous !» Même s'il s'efforce de n'en rien montrer encore, la terreur le prend. Des menaces toujours plus étroitement cernent la lumière, se pressent autour de lui et ne lui laissent finalement pas la force de crier que non, que c'est impossible. La même voix franchement rieuse, éclatante, lui reproche sa lâcheté et affirme qu'il a bien écrit des livres. Beaucoup, trop, voudrait-il protester, tandis qu'à ses yeux se dévoile le rayon qui les porte et s'incurve sous leur poids. Comment on parvient à faire face à la plus aberrante situation? Comment on lui survit? Il ne le saura jamais. Le fait est qu'il demeure une vague et passagère nausée, prélude à une syncope qui ne se produit pas. Il n'ose pas compter les volumes, chacun le condamne. Il considère leur présence, la diversité de leur format l'étonne. Il parvient à en tirer 2 ou 3 vers lui, à les feuilleter un peu, lointains, désœuvrés. D'où lui vient cette force impertinente? Il ne lit pas, tout de même, pas un mot. Malgré une respiration oppressée, il trouve assez de souffle, encore que sa voix sonne ridiculement fluette pour disputer un peu. Nier qu'il ait écrit autant de livres, il ne le pourrait guère, il n'y songe pas. Mais au moins qu'on prenne garde à sa sécurité, la censure est vigilante, ses instances multiples sont à l'affût partout, et cette proclamation le met en péril. Un auteur, au su et au vu de tous, cette fille y songe-t-elle?
L'invisible vendeuse ride, plus belle. Se figure-t-il par hasard qu'elle ne connaît pas son monde ? Que le grand avènement de la littérature ait été prononcé supérieurement ? Elle ne le sait que trop. Les intrigues ont été projetées sur le monde. Tout est écrit. Ici, elle ne fait aucun cas de son murmure. Taisez-vous donc, même cela, il faut éviter de le dire, et poursuit toujours aussi enjouée. Les seuls livres réels sont les maisons rangées le long des rues, comme des ouvrages sur leurs étagères. Les hommes habitent des poèmes, ces tiroirs de béton que les urbanistes tirent du sol, ils en sont les caractères. Tout cela, on nous l'a inculqué très tôt. Nous a-t-on assez édifié ? La ville est une grande bibliothèque. Écrire est un vice somptuaire. Mieux que quiconque, lui, l'auteur, devrait le sentir et faire confiance à la solidarité qui les lie, elle et lui, dans l'illicite. Nul ici, dans le souterrain, ne pourrait le dénoncer sans se voir aussi sévèrement condamné. Tous, auteurs, vendeurs ou lecteurs, sont enveloppés dans la même indéfectible complicité. Il faudrait se justifier. La terreur dans laquelle il survit chaque jour, et puis, à quoi bon ? Au fond, il ne s'émeut pas tant des paroles que de la voix qui les profère, cette voix claire, volage et innocente. La comprendrait-elle ? La complicité dont elle se réclame n'entame pas la solitude, elle la croit peut-être, puisqu'il était question de vice. Ses mains sont sales. Durant tout cet échange, il n'a presque rien dit, préférant tripoter les livres pour se donner une contenance peut-être. Une poussière insidieuse lui colle à la peau et retrace en noir les rides de ses paumes. Rapporter ses empreintes de page en page, il ne manquerait plus que ça. Il connaît bien le petit cabinet de toilette qui s'ouvre discrètement à côté du rayon des romans d'aventure. La porte refermée, c'est le calme. Oui, juste un peu de calme, regagné sur les émotions et leurs désordres divers. Cette voix, surtout, si claire, malgré l'épaisseur des livres. Sans doute, pour commencer, un filet d'eau parcimonieux et susurrant, lui coulant une fraîcheur entre les doigts, s'efforce-t-il de se ressaisir. Il y parvient presque jusqu'au moment où cette maîtrise de soi qu'il croit reconquise le rend au présent. À cet espace exigu qu'éclaire un petit tube fluorescent, tandis qu'il se penche vers ses mains propres enfin, avec la tentation de plonger dans leur creux rassemblés, son visage aussi, pour le rafraîchir. Du même mouvement, toujours à travers les 3 guichets qui lui fait face, de très loin, vers lui s'incline un vieil homme au visage parcheminé. D'un sursaut, il revient aux choses mêmes, au lavabo, au miroir qui le surplombe, à sa propre face, si méconnaissable, s'adressant à lui depuis la grisaille de la glace à peine embuée par son haleine. Figure qui descend lentement, s'évanouit tandis qu'il la plonge dans l'eau soulevée de ses mains en coupe, réapparaît ensuite, ruisselante et éberluée, fixe. Ce n'est pas la poussière qui a regravé ses traits, les lignes sombres qui barrent son front cernent ses yeux ou s'affaissent des paupières amollies, descendent lacrymales et abruptes à travers ses joues creusées, des taches de sa mâchoire, des fanons flasques sont des rides. Un instant, le front tâche à sauver les apparences, comme si ces strates horizontales édifiaient une assise pour on ne sait quelle élévation, mais aux tempes concaves, les méandres veineux et surtout, chevauchant la tache des oreilles, 2 petits bourrelets que les cheveux ternis ne parviennent pas à dissimuler, témoignent sans doute possible que tout croule avec cette peau distendue et s'effondre. La vieillesse est avancée. Or, se demande-t-il, le temps dont il lit inversé l'inscription sur sa face, où est-il passé ?
s'il secoue sa mémoire atterrée, n'y surnage guère que quelques mots lointains, ceux qu'il se murmurait enfant face aux injustices, dans l'espoir, quand je serai grand. Sans doute désignait-il ainsi la pleine maturité, sa force et ses plaisirs. À cette époque promise, il n'est jamais parvenu, ne serait-ce que pour un bref passage. L'enfance, oui, proche à la toucher, dans une vitrine intacte, ses jeux et ses rites, ses odeurs, ses secrets et sa magie. Les signes, malgré les maladresses un à un, se levant presque à chaque pas, les signes n'ont jamais rejoint dans une mise à nu rêvée, une mise en chair, la réalité savoureuse et froissée, comme une poignée d'herbes folles dont s'exprime le suc dans un point crispé. Avant de se matérialiser, ils ont été reversés tels, non pas tels, déjà flétris, aux livres archives de ce qui n'eut pas lieu. Combien de temps faut-il, en alignant les rides, pour faire au temps son compte ? Au moins cette histoire-là ne l'écrira-t-il pas. Qu'un autre s'en charge si quelqu'un jamais peut en tirer plaisir. Donc au bout d'un moment, il sort d'une démarche chancelante et en tout point conforme à l'image de soi qui désormais l'habite. Ses genoux tremblent maintenant qu'il sait, la lumière a encore baissé, où est-ce sa vue ? Comme le reste, comme s'il ne savait pas où il était. Deux mains au parfum d'enfance se posent sur son visage. Des doigts légers parcourent ses traits pour remodeler son masque ou le reconnaître. Deux lèvres effleurent les siennes, un souffle où n'est-ce qu'un courant d'air. Il veut tendre les bras. Un rire jeune résonne et s'éloigne dans l'obscurité profonde où il erre seul maintenant. Tout petit peu de la musique de Jacques Abeille, avec pour cadre une librairie. Si vous connaissez la machine à lire à Bordeaux, oh oui, mais attendez, elle a déménagé depuis pas loin, juste à côté. Et puis elle a été toute refaite à neuf. En tout cas, quelle surprise de découvrir que je vais écrire un livre avec Jacques Abeille. Sur Facebook, Jean-Michel Deveza, cherchez Association Lecteur Jacques Abeille, vous trouverez une page depuis avant-hier, il suffit de cliquer pour avoir les infos concernant l'auteur des Jardins statuaires, du Veilleur du jour et de Un homme plein de misère, parmi bien d'autres titres.